alors moi, j'aime pas les micros. On va vous parler de la fertilisation des oliviers et de la matière organique. Donc d'abord, je vais vous faire une petite présentation des structures. Forcément, France Olive, l'interprofession Oléicole française, qui est la représentation de toute la filière oléicole de l'amont jusqu'à l'aval. Aujourd'hui, il y a 3 sites. Il est présent sur 3 sites France Olive, à Nyons, à Aix et à Nîmes, et représenté par différents pôles. Là, on va parler du pôle agronomie, et ça représente 17 salariés. Et moi, je suis Thibaut Desplanches, directeur du laboratoire Célesta Lab. Donc, on a un partenariat avec France Olive, c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Célesta Lab, c'est un laboratoire qui a quand même 26 ans d'existence. Donc, c'est pas moi qui l'ai fondé, j'étais en CP à l'époque. Notre métier consiste à analyser les sols, à relever toutes les contraintes qu'on peut y trouver, que ce soit sur le plan physico-chimique, acido-basique, organique et biologique. Et puis on a un autre métier qui est l'analyse des produits organiques, c'est-à-dire on a une bonne connaissance de quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face des contraintes qu'on a identifiées dans les sols. Alors on mélange tout ça et ça donne un bon fouillis de chiffres auquel personne comprend quelque chose. Et du coup, notre métier s'est transformé peu à peu en laboratoire d'analyse jusqu'au rôle de un peu médecin du sol. Donc c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de l'expliquer. En gros, on prend tous les chiffres, on les rassemble et on les synthétise en points forts, points faibles et des propositions d'action concrètes pour améliorer la fertilité et donc la productivité des sols. Donc la filière oléicole, en quelques chiffres, c'est 24 900 exploitations, c'est 22 à 27 000 tonnes d'olives produites, bon, bien évidemment en fonction des années et de la qualité de production. C'est une grosse partie en olive à huile et une partie aussi en olive de table ou en transformation pâte d'olive. C'est 9 appellations en AOP, que ça soit en appellation olive de table ou en appellation huile d'olive. Et ce qui est important, c'est j'ai du mal avec ça, je vais y arriver. Ouais. Voilà, regarde. Voilà, c'est ça. La consommation française, c'est 110 000 tonnes. La production française, en moyenne, c'est 5 000 tonnes. Et donc, aujourd'hui, la part de la production française dans la consommation, c'est 4%. La filière oléicole en agriculture biologique, elle se développe. Aujourd'hui, vous le voyez, 42% du verger oléicole français est en agriculture biologique et les chiffres augmentent, que ce soit en termes de surface, en termes de nombre de producteurs, c'est la courbe, le nombre de producteurs. En vert, c'est la surface et en vert clair, c'est les vergers qui sont en cours de conversion. Donc, vous voyez que c'est une filière qui est aujourd'hui une filière verte, on va le dire comme ça, c'est dans l'air du temps. On va parler d'alimentation, de fertilisation. Donc, juste un petit rappel global pour toutes les plantes. Et les plantes, elles s'alimentent avec des macronutriments, NPK que vous connaissez bien, mais également des oligoéléments. Et tous ont des fonctions dans la plante. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont tous essentiels pour le développement et le métabolisme des plantes. Et bien évidemment, aucun élément ne peut se substituer à l'autre. C'est un point important, ces éléments. Et on focus souvent l'alimentation des arbres et des plantes sur les nutriments, on va dire les minéraux. Il ne faut pas oublier que la principale nutrition des plantes, contrairement à nous, c'est la même chose, mais sauf qu'elles s'automangent, c'est le carbone. C'est-à-dire qu'elles mangent le carbone qu'elles ont elles-mêmes fixé via la photosynthèse. Et c'est important de le rappeler parce que c'est ce qui leur permet vraiment de se nourrir. Quand on dit « nous, on se nourrit », on ne va pas prendre des petites gélules d'azote ou de phosphore ou de potassium. Ce qui nous nourrit, c'est les calories, c'est-à-dire ce qu'on est capable d'ingérer comme carbone. Les plantes, elles ingèrent du carbone, elles le fixent sous forme de glucose et ensuite elles s'automangent. Et ça, c'est une différence fondamentale entre nous et elles, et c'est une différence fondamentale entre les plantes et les organismes du sol. Je me permets de détailler un petit peu maintenant parce qu'on va y revenir par la suite. Très concrètement, les plantes, elles sont autonomes pour leur alimentation calorique. Et les minéraux qu'elles vont puiser dans le sol, ça leur permet seulement d'améliorer ce processus de photosynthèse. Alors que les organismes vivants du sol, eux, ils ne sont pas capables de se mettre au soleil, de bronzer, de capter du carbone et de s'auto-manger. Eux, ils ont besoin qu'on leur rapporte de la matière organique qui a été évidemment photosynthétisée par ailleurs. Donc le rôle de ces éléments, il est important, il est essentiel, mais ne sous-estimez pas le rôle de la photosynthèse et par là aussi, typiquement, le type de taille que l'on va avoir sur les arbres, parce que c'est ce qui fait qu'on capte plus de rayons lumineux et donc qu'on capte plus d'énergie,
qu'on donne plus d'énergie à la plante pour aller chercher justement ces éléments. Parce que pour aller les chercher, il faut de l'énergie. Donc la base de tout, c'est l'énergie, c'est la photosynthèse. Et ça vient dans un deuxième temps. Alors, ces nutriments, là, vous avez la distribution de ces nutriments dans la plante, au niveau azote, phosphore, potasse. Vous voyez qu'ils sont répartis pas uniformément dans la plante. Forcément, il y a des mises en réserve. On voit, l'azote est très présent dans le bois et les feuilles. La potasse est beaucoup plus présente dans le fruit. Voilà. Et vous voyez que ces éléments, ils sont plus ou moins mobiles dans la plante. Et ça, c'est très important. On y reviendra derrière, notamment quand on parle de fertilisation foliaire, par exemple, et notamment l'apport de certains oligo-éléments. Ça veut dire aussi, et c'est tout à fait exact ce que vient de dire Julien, lorsqu'on s'intéresse à la nutrition en azote, par exemple, on ne peut pas évaluer la pertinence de notre fertilisation azotée sur l'année N uniquement. Sur toutes les plantes pérennes, l'azote et le magnésium, par exemple, c'est deux éléments qui se mettent énormément en réserve. Et donc, pour évaluer la pertinence de ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas juste dire cette année on a de la vigueur, donc notre programme de fertilisation a bien marché. Parce que 50% de l'azote qui sont présents dans les feuilles l'année N provient des réserves de l'année d'avant. Donc il y a des éléments sur lesquels on est obligé de faire des bilans sur 2 ans. Azote, magnésium en font partie. Le potassium, lui, c'est un élément qui est beaucoup plus lié au fonctionnement de l'année. Donc on les met tous les uns à côté des autres, ces éléments, mais ça me semble aussi important de bien comprendre leurs différences, d'où ils viennent. Typiquement, il y a 100% de l'azote qui provient de la dégradation des matières organiques. Donc pour qu'il y ait dégradation des matières organiques, il faut qu'il y ait de la matière organique et il faut qu'elle se dégrade. Alors que le potassium est beaucoup moins lié à ce fonctionnement organique, il est beaucoup plus lié à la teneur en argile, le flux hydrique, etc. Donc il y a des différences quand même, on les met, je sais, on les met tous les uns à côté des autres, et quand on parle de fertilisation, on dit NPK, Mg, Ca, machin, les oligos, et comme si tous fonctionnaient de la même façon, mais le tableau de droite, il prouve bien qu'il y a des différences sensibles, notamment au niveau de la mobilité, et que, alors moi il y a une règle assez simple que j'aime bien retenir pour la mobilité des éléments, c'est tous les macro-éléments, ils sont plutôt mobiles, NPK, Mg. Le CA n'est pas très mobile, donc il n'est même pas mobile du tout, c'est l'exception. Et dans les oligo-éléments, ils sont plutôt immobiles, sauf le bore qui est un peu une exception. On en a parlé du bore. Ouais. Du coup, forcément, il y a des impacts de carence ou d'excès à la fois en nutriments et en oligo. Merci. Donc, comme je vous disais, ils ont des fonctions. Donc, forcément, des excès vont engendrer des problématiques, floraison, nouaison, sensibilité accrue aux pathogènes, également au gel. Voilà. Bon, forcément, s'il y a des carences, on a une plus faible croissance, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'ils ont tous des fonctions et que les excès et les carences vont avoir des impacts directs sur la plante. Également, vous voyez que si on veut observer des carences, en fonction de cette fameuse mobilité des éléments dans la plante, vous voyez que, par exemple, sur les éléments peu mobiles, on va plutôt les voir sur les jeunes feuilles, alors que sur les éléments mobiles, les carences, on va plutôt les détecter sur les vieilles feuilles. C'est super important ce que Julien vient de dire. Nous, on travaille sur tous les systèmes de culture. Donc, les oliviers font partie des cultures sur lesquelles on travaille, mais on travaille en grande culture, en vitis, etc. On va dire que l'erreur du débutant classique, c'est de se concentrer que sur les carences et de croire que le plus est le mieux. Et donc, si je manque de vigueur, je rajoute de l'azote. Si je manque de fruits, je rajoute du potassium. C'est vraiment une erreur qui est très fréquente et qui peut en fait faire plus de mal que de bien. Parce que si le problème de vigueur, ce n'est pas lié à un manque d'azote, ce qui est assez souvent le cas, hein, ça peut tout à fait être lié à un problème de fonctionnement racinaire, un problème d'enracinement, un problème d'irrigation, un problème de trop de chaleur. Il y a plein de cas qui peuvent expliquer une absence d'azote, enfin en tout cas, pardon, un manque de vigueur. Et donc, on va dire dans le monde amateur, les excès sont beaucoup plus problématiques que les carences. On veut toujours faire plus, alors que le plus n'est pas forcément le mieux. Voilà, je vous ai mis quand même quelques photos de carence. Merci l'IFAPA qui nous a donné ces photos. Bon, il faut être clair aussi, c'est qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à identifier des carences sur olivier. Vous voyez qu'il y a vraiment des symptômes qui sont très, très ressemblants. Et on le voit en Espagne, on n'est pas du tout dans le même type de production, avec les mêmes types de sols. Donc chez nous, c'est quand même assez rare d'avoir vraiment des observations de carences évidentes sur les arbres. Quelques éléments juste complémentaires. Hein. En gros, les éléments qui sont impliqués dans la photosynthèse, ils vont avoir tendance à faire des décolorations. Hein. Comme vous voyez, le magnésium, il est au centre de la chlorophylle. Le fer aussi, il est impliqué dans la photosynthèse. Alors que le potassium, lui, il n'a pas de lien avec la photosynthèse. Donc, les éléments qui ne sont pas trop en lien avec la photosynthèse, ils ont plutôt tendance à faire des brûlures ou des
des nécroses périphériques, hein, le bore, le potassium, alors que ceux qui sont impliqués dans la photosynthèse, fer, magnésium, azote, eux, ils vont faire vraiment des décolorations. Voilà. Et donc pour voir un peu d'où elles viennent, ben, les vieilles feuilles, c'est les mobiles, les jeunes feuilles, c'est plutôt les oligos. Voilà, donc forcément, on parle de fertilisation. Donc, c'est quoi l'objectif de la fertilisation, hein? C'est garantir l'apport de nutriments dont les oliviers ont besoin, hein. Mais c'est également enrichir le sol quand la concentration de ces nutriments dans le sol est insuffisante pour la bonne nutrition des plantes. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a un aspect équilibre qui est très important. Un olivier, il est dans des bonnes conditions quand il y a un équilibre entre tous ces éléments. Et forcément, si on a un excès ou une carence d'un élément, ça induit un déséquilibre. Et derrière, ça a des conséquences également sur l'utilisation et la disponibilité d'autres éléments. Il y a des phénomènes de synergie, d'antagonisme qui font que derrière, même un élément qui est pourtant en quantité suffisante, il ne va pas être absorbé par la plante et donc il va manquer à cette plante dans son aspect nutrition. Non? Ça va? Alors, la loi des rendements décroissants, ça c'est important pour la partie fertilisation parce que comme on le disait, on a toujours tendance à dire faut produire plus, donc on apporte toujours plus. Et en fait, il faut bien se rendre compte que l'efficience d'un apport en engrais, au départ, il est très efficient pour la production. Et plus on en apporte, au bout d'un moment, par unité d'engrais, l'efficience de cet apport devient de plus en plus limitée jusqu'à arriver à un certain seuil. C'est ce qu'on voit là, hein, jusqu'à arriver à un certain seuil. Et après, il y a même un effet inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à engendrer une décroissance en termes d'efficience et donc de rendement. Et là, on a un exemple sur une publication espagnole qui concerne l'azote. Vous voyez l'apport d'azote, la variable qu'on observe. Donc, on augmente l'apport d'azote. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une décroissance au niveau de la production. On voit également que plus on apporte d'azote, plus on a une baisse de qualité au niveau des huiles. Hein, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Par contre, effectivement, on a bien une croissance de l'arbre au niveau foliaire. Au-delà du rendement et de la qualité, il faut bien vous dire qu'une fois qu'on passe ce point du milieu, là, on perd aussi beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on investit dans de la fertilisation qui ne va pas forcément servir à grand-chose, en particulier lorsqu'on parle d'éléments qui sont lessivables. L'azote, le phosphore, le bore, tout ce qui finit en hâte, donc phosphate, nitrate, sulfate, tout ce qui finit en hâte, c'est lessivable. Donc s'il y a une grosse lame d'eau qui tombe, alors qu'on n'est pas en période végétative, vous avez dépensé trop d'argent, et deux, en plus, ça va être perdu dans les nappes phréatiques, et vous allez vous faire taper dessus par les comités de bassin. Voilà. Et pollution, du coup. Exactement. Alors, quand fertiliser, hein, c'est l'éternelle question. Donc, je vous ai mis des petites courbes. Hein. Bien évidemment, la période de fertilisation, elle va dépendre de plusieurs paramètres. Le produit qu'on utilise, les caractéristiques du produit, les conditions météo, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Très globalement, aujourd'hui, ce qui est conseillé, ce qui est conseillé je vais y arriver. Hein. Ce qui est conseillé au niveau de l'azote, 75% avant le durcissement du noyau, c'est normal, c'est la période où on a le plus de développement foliaire notamment, c'est la période de croissance végétative, et 25% après le durcissement du noyau. Pour la potasse, c'est plutôt l'inverse. Vous le voyez là, la potasse. Effectivement, on a tendance plutôt à apporter 25% avant le durcissement du noyau et 75% après. Le phosphore, on peut l'apporter toute l'année. Et le bore, qui a été un sujet de discussion avec Célesta, les Espagnols le conseillent de l'appliquer uniquement 15 jours à 3 semaines avant la floraison. Pas d'apport après la floraison. Non. Ça dépend combien de reste de temps. On va passer trop de temps. Voilà. Alors, quelle quantité de fertilisation apporter? Comment on définit son programme de fertilisation? La base, déjà, c'est de connaître son sol, donc de faire une analyse de sol. Je rappelle qu'on a un partenariat avec Célesta Lab, donc on a des tarifs préférentiels pour les oléiculteurs. On en a déjà parlé, on continue à communiquer là-dessus, c'est important et ça vous permet de faire cette vraie diagnostic de votre sol, à la fois au niveau des nutriments, mais surtout également au niveau de la matière organique. On en reparlera derrière. Peut-être une différence entre on va dire des sols qui sont extrêmement dépourvus, comme on peut les retrouver en Espagne, et puis les sols qui caractérisent l'oliveraie française, c'est qu'on a quand même des sols qui tiennent un peu la route et qui sont capables de fournir des nutriments. On n'est pas obligé de tout apporter sous forme d'eau et d'engrais. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, on a ramené Hélène, qui est partie en Espagne pendant un mois, nous a ramené beaucoup d'informations sur la fertilisation en Espagne.
Mais effectivement, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec Célestas, c'est que les références espagnoles, ce n'est pas dans nos conditions de production. Nous, on a des sols. En Espagne, ils ont des érosions de sol. Ils travaillent pas très peu sur le sol. Ils commencent maintenant. Et donc, c'est vrai que leur base de travail, ils en ont un peu oublié le sol. Et c'est ce que nous, on ne veut pas faire. Voilà. Bien évidemment, derrière, il y a toute la partie analyse foliaire. Quelle est l'efficience des apports qu'on a faits? Et ça, on le voit au niveau foliaire, hein, bien évidemment. Et puis derrière, faut estimer les besoins des arbres. Estimer les besoins des arbres qui va dépendre des exportations, la récolte, bien évidemment, la taille, si effectivement les bois de taille ne sont pas laissés sur la parcelle, comme c'est le cas en Espagne par exemple, et bien évidemment, ne pas oublier le pouvoir fixateur du sol, et notamment la partie argile. En fait, pour résumer, dans un monde idéal, on n'a pas besoin de fertiliser parce que le sol est capable de fournir tous les éléments nutritifs pour la plante. Donc ça, c'est le monde idéal dans lequel ceux qui récoltent les olives mangent les olives et viennent pisser et chier au pied des arbres, restituant ainsi tous les éléments nutritifs qui ont été captés par l'olivier dans un premier temps. Vous êtes bien au courant que ce n'est pas ce qui se passe, donc nécessairement, il y a une partie qui part. C'est ce qu'on appelle les exportations. Dans cette partie qui part, la majorité, c'est du potassium. C'est à peu près la même chose pour tous les arbres fruitiers, parce que c'est ce qui permet la translocation des sucres. Donc en gros, à peu près tous les fruits ont beaucoup de potassium. La banane, par exemple, c'est un fruit qui en a beaucoup, beaucoup plus. Un plant de fertile en potasse pour un olivier, ça va être entre 100 et 150 unités. Pour la première fois que j'en ai fait pour les bananiers, c'était entre 1000 et 1500. Voilà. Donc ça fait beaucoup, et ça fait des grosses fuites de nutriments. Donc le premier facteur, c'est effectivement les exportations. Et le pouvoir fixateur du sol, c'est en fait, à un moment donné, certaines particules du sol, dont les argiles, deviennent concurrentes de la nutrition des plantes. C'est-à-dire qu'elles ont un pouvoir de fixation des éléments minéraux qui est supérieur à la capacité de succion, on va dire, des arbres. C'est ce qu'on appelle la capacité de fixation. C'est pour ça qu'à même rendement, à même exportation, le plan de fumure en potassium pour un sol argileux, il sera supérieur au plan de fumure sur un sol sableux. Je crois d'ailleurs que tu as un petit exemple là-dessus tout à l'heure. Oui, absolument. Ouais. Donc voilà, comment définir son programme. Donc, quand on parlait des exportations, voilà, je vous ai pris quelques exemples d'études qui ont été faites en Espagne, où on voit les exportations au niveau des bois de taille, au niveau de la taille, avec des situations de production différentes. Hein. Là, vous avez un verger avec une production moyenne d'environ 6 tonnes. Et là, vous avez plutôt un verger avec 8 tonnes. Et vous voyez qu'il y a des différences flagrantes au niveau des études. Au niveau de la récolte, c'est pareil. On voit bien qu'il y a des études qui montrent vraiment des chiffres qui sont relativement différents en termes des exportations. Voilà, c'est dans les conditions de l'étude, c'est avec les variétés considérées de cette étude-là. Et vous voyez que c'est très difficile d'avoir vraiment un chiffre clair, net et précis sur les exportations, parce que ça va dépendre de la récolte, mais également des variétés, tout un tas de paramètres pour la partie fruits et pour la partie taille. Bien évidemment, quelle est l'intensité de la taille? Est-ce que je taille tous les ans ou pas? Quel bois j'enlève? Quelle quantité de bois j'enlève? Donc voilà, c'est très difficile d'avoir vraiment un chiffre à vous donner. Petit complément, moi j'aime bien ces chiffres-là, là, ces trois-là, parce que c'est ce qui montre la teneur des olives dans les différents éléments. Donc on voit qu'en azote et en phosphore, ce n'est pas très élevé, alors qu'en potassium, c'est au moins 2 fois plus que l'azote. C'est ce qui explique la raison pour laquelle ce qu'on cherche essentiellement à faire, c'est compenser les exportations en potassium, parce que c'est l'élément qui est le plus exporté. Voilà. Et c'est la base du calcul des exportations. Donc quand vous devez le faire, je vous invite à regarder ces chiffres-là et à le multiplier par le nombre de tonnes que vous sortez. Et ça vous donne une idée très simple de quel est le nombre d'unités de potassium que vous sortez. Alors c'est une idée un peu fausse parce que vous n'avez pas le coefficient fixateur des argiles, etc. Mais dans une première approche, au moins compenser les exportations, c'est la base du maintien de la fertilité d'un sol. Voilà. Ce que je disais, hein, c'est effectivement, les chiffres, ils ne sont pas tous égaux en fonction des études. Et vous voyez qu'il y a quand même des études qui sont récentes, hein, puisqu'il y a une étude qui date de 2020. Alors, comment estimer justement la fertilisation? Donc ça, c'est la base espagnole, hein, c'est une généralité, où voilà, eux, aujourd'hui, en termes de préconisation, les préconisations par rapport, donc le plan de fumure, par rapport à la récolte. Donc voilà, on est à 0,010 unités d'azote, 0,0, c'est très mathématique, hein, ça vous donne une idée, mais voilà, comme on disait avant, est-ce que cette idée-là, elle correspond à notre situation, sachant que nous, les bois de taille sont laissés sur la parcelle, ce qui n'est souvent pas le cas en Espagne. Et effectivement,
Au niveau des sols, nous on a des sols, on a même des sols qui sont relativement riches finalement en matière organique, c'est ce qu'on va voir un peu après, ce qui n'est pas du tout le cas en Espagne, puisqu'effectivement ils ont des érosions de sol, ils ont des sols très pauvres et qui sont aujourd'hui carrément passés dans des stratégies majoritaires sur de la ferti-irrigation et de la fertilisation foliaire parce que justement ils n'ont pas un sol qui est en capacité d'alimenter les plantes. Ça se voit d'ailleurs très bien sur ce tableau, il n'y a pas de case sol, hein. Il n'y a pas de case fourniture potentielle du sol. Peu importe ce que fournit le sol, on s'en fout, on apporte en fonction de la récolte. Ce qui peut amener, hein, je vous le rappelle, si on prend ça, des très gros déséquilibres. Parce que si votre sol il est déjà très bien pourvu en potassium et que vous prenez ces calculs-là, vous allez apporter beaucoup trop de potasse et ça va bloquer le magnésium, ça va bloquer le calcium, etc. Pareil pour l'azote, hein, si vous avez déjà des sols avec des bonnes teneurs en matière organique, ça peut amener des excès d'azote qui peuvent être parfois considérables. Il y a Hélène qui veut intervenir. Ouais, Ouais. Voilà. Absolument. Voilà. Donc voilà, et encore une fois, on revient, là c'est mathématique, mais comme on le disait, c'est pour ça qu'on vous incite fortement à faire une analyse de sol, parce que c'est ça qui vous permet de caractériser votre sol et de savoir où vous en êtes par rapport à la fourniture potentielle de votre sol. C'est super important, hein, ce que tu dis, c'est qu'on parle beaucoup des minéraux, mais les plantes ne se nourrissent pas de minéraux solides. Les plantes se nourrissent d'eau dans laquelle il y a des minéraux qui sont dissous. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de dissolution, et s'il n'y a pas de dissolution, il n'y a pas de nutrition. Donc l'eau, ça reste la base de la nutrition minérale des plantes, parce que les plantes ne se nourrissent que d'eau dans lesquelles il y a des minéraux qui sont dissous. Justement, j'en dis un tout petit mot. Justement là, donc la fertilisation majoritaire aujourd'hui, c'est la fertilisation au sol. Donc, bien évidemment, elle va dépendre des capacités de production. Et effectivement, l'efficience de ces apports au sol, ça va être la présence d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, les nutriments ne vont pas passer en solution dans le sol et ne seront donc pas assimilés par la plante. Et ça, c'est très important. Et on l'a vu notamment cette année avec un printemps particulièrement sec. Et ben derrière, on l'a vu nous au niveau des résultats d'analyse foliaire cette année, on a vu beaucoup de vergers avec des carences en azote malgré des apports conséquents. Et ça, c'est l'illustration même de ça, c'est qu'il n'y avait pas d'eau, donc c'est pas passé en solution dans le sol et ça n'a pas été assimilé par les plantes. Voilà. Alors pour l'azote, c'est la double peine quand il n'y a pas d'eau, parce que je vous l'ai dit, la disponibilité en azote, elle est liée à la destruction des matières organiques. Alors je dis destruction, mais en fait c'est la digestion par les organismes vivants du sol. Et les organismes vivants du sol, s'ils n'ont pas d'eau, ils ne peuvent pas manger la matière organique et donc pisser de l'azote, entre guillemets. Hein. C'est vraiment un déchet de la consommation du carbone, l'azote. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'eau, il y a la vie du sol qui ne fonctionne pas, donc il n'y a pas ce cycle qui permet la libération de l'azote, et deux, il n'y a pas l'eau qui permet de rentrer dans le végétal. Donc c'est la double peine. C'est pour ça que l'azote, c'est en général en période de sécheresse, le premier élément qui est pénalisé dans la nutrition des arbres, parce que, par exemple, pour le potassium, il suffit qu'il y ait de l'eau, ça dissout chimiquement, hein, si vous voulez, le potassium qui était relativement échangeable sur les différentes particules du sol. Donc voilà, donc l'efficience, bien évidemment, va dépendre aussi du milieu de production, le sol, le pH, basique, acide, donc notamment la partie oligo, qui est très importante, et bien évidemment le type de produit et les doses. Tout ça, c'est ça qui va faire l'efficience de votre fertilisation au sol, sans parler bien évidemment des restitutions au sol, on en reviendra derrière. Effectivement, dans des sols bloqués, en absence d'eau par exemple, vous pouvez faire des compléments avec une fertilisation foliaire. On sait que ça fonctionne sur l'olivier, ça fonctionne même bien, voilà. Mais encore une fois, derrière, c'est des apports, ça a un coût, on y reviendra aussi un peu après. Donc voilà, ça se raisonne. Et cette fertilisation foliaire, toujours par rapport à cette histoire de mobilité des éléments, vous voyez qu'il y a certains éléments où ça fonctionne très bien, N et K notamment, la fertilisation foliaire fonctionne très bien. Sur d'autres éléments, c'est un peu plus compliqué, et notamment, par exemple, le fer, vous voyez que c'est un élément qui n'est pas mobile, donc faire des apports en foliaire de fer, ça n'a quasiment aucun résultat. Tu veux dire un mot ? Ouais, petit complément là-dessus. En fait, il y a un très gros paradoxe avec les apports foliaires, c'est que les éléments qui sont mobiles, c'est des éléments dont il y a des très forts besoins. Donc ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de fois pour que c'est une action. Donc l'azote, le potassium, le magnésium aussi marche relativement bien en foliaire. Même si tu l'as mis moyenne, globalement, c'est des apports qui marchent bien parce que c'est des éléments mobiles, mais les besoins sont élevés. Ça veut dire qu'il faut, pour avoir une nutrition complète en azote, il faudrait passer 8 à 10 fois en foliaire pour ne pas cramer les feuilles. Et parallèlement, les oligo-éléments qui, eux, ont des besoins par définition, qui ont des besoins beaucoup plus faibles, dont les plantes ont des besoins beaucoup plus faibles, eux, ils ne sont pas mobiles. Donc ça veut dire qu'en fait,
les seuls éléments qui marchent vraiment bien pour faire de la nutrition complète en foliaire, c'est les éléments qui associent à la fois une bonne mobilité et des besoins qui ne sont pas trop importants. C'est pour ça que le magnésium, ça fonctionne relativement bien parce qu'il n'y a pas des gros besoins et il est relativement mobile dans la plante. Alors que l'azote, si on doit assurer l'intégralité des besoins en azote d'un olivier, en foliaire, on ne s'en sort pas, quoi. C'est pour ça que j'ai bien parlé de compléments Oui, absolument. sur cette stratégie-là. Donc la base, c'est le sol. Et il y a peut-être aussi un petit point complémentaire, c'est ce que j'appelle des apports qualitatifs. Alors c'est pas mal fait en viti. C'est des périodes spécifiques. Typiquement le bord, c'est une période spécifique. Mais pour l'azote, c'est très connu que pour favoriser certains précurseurs aromatiques dans les vins, thiolés en particulier, un azote au niveau de la nouaison, ça permet préférentiellement d'orienter l'azote vers les baies et donc d'avoir une... Voilà, c'est un truc, il n'y a pas beaucoup de besoins, il y a une dizaine d'unités de besoins, mais cet apport-là transforme vraiment la qualité du produit. Voilà. Et puis la dernière possibilité en termes de fertilisation, c'est la ferti-irrigation. Alors là, effectivement, toujours pareil dans le cadre de situations de blocage en complément. Et puis après, il y a des gens qui mettent carrément leurs arbres sous perfusion, quand ils ont, c'est le cas des Espagnols quand ils n'ont pas de sol. Il y a des avantages. Attention, on peut vraiment optimiser l'alimentation de ces arbres parce que généralement c'est facilement disponible parce que justement vous avez à la fois l'eau et les nutriments. Par contre, il y a derrière des impacts et forcément derrière, comme je l'ai mis, il y a une vraie perte de fertilité des sols avec ce genre de stratégie-là. Voilà. Donc petit point aussi sur la présence d'eau, je pense que c'est la thématique qu'il y a juste après, mais il y a des différences énormes entre les différents types d'irrigation, entre le goutte à goutte et la micro-aspersion, entre la micro-aspersion et puis l'irrigation en plein, tout simplement parce que ça permet un enracinement plus important, une activité biologique surtout sur l'intégralité de la parcelle. Voilà. Du coup, on parlait, juste un petit graphique juste pour illustrer, fertiliser, ça a un coût aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. On le sait aujourd'hui, tous les engrais, ils ont été multipliés, le coût ont été multipliés par 10, 20, voire beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, il faut se rendre compte de ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation de l'arbre par la fertilisation, aujourd'hui, ça a un coût. C'est un coût économique, c'est un coût environnemental. On prend un tracteur, etc. Et c'est ça à prendre en considération également. On dépense du gaz pour fabriquer des engrais azotés. En fait, j'étais surpris du graphique. Je disais à Julien hier, en regardant la présentation, je fais « Ah, mais j'avais pas capté que ça avait descendu comme ça l'azote en mai. Parce qu'en fait, il est parti en octobre ici, mais en octobre, il était déjà quasiment à 700 € la tonne, quoi. Donc, c'était déjà un prix qui est au moins 3 fois supérieur à ce qui est la normale. Donc, on est largement supérieur. Alors, existe-t-il d'autres solutions pour nourrir les plantes? Donc, on a parlé de la fertilisation, nourrir la plante avec les fertilisants. Donc ça, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut essayer d'optimiser un maximum ses apports par rapport à la réalité des besoins, par rapport à son contexte de production. Mais voilà, ça, c'est stratégie, j'allais dire espagnole, très globale. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes espagnoles quand on n'a pas de sol, parce que je vais me faire taper sur les doigts sinon. Il y a des Espagnols dans la salle? C'est bon. Non, voilà. Attention, je ne les mets pas non plus. Voilà. Heureusement, ils ne sont pas tous pareils. Voilà. Et il y a d'autres solutions. Je te pique la Allez, vas-y. Ouais. C'est ta partie, ça. Ouais, très concrètement, la différence entre fertiliser et amender, c'est qu'avec la fertilisation, on cherche à nourrir directement les plantes. Il n'y a pas de mal là-dedans, c'est la base de faire pousser des plantes. L'autre solution, c'est l'amendement, c'est-à-dire on nourrit le sol pour qu'il nourrisse la plante. Donc ça, c'est quelque chose qui est honnêtement beaucoup plus compliqué. Parce que vous le voyez déjà, sur la fertilisation, il y a plein de choses dont on peut discuter. Et déjà, nourrir une plante directement, ce n'est pas si évident que ça. Mais alors, quand on doit passer par le sol pour que ça nourrisse la plante, autant vous dire que c'est un métier qui se complexifie encore plus. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais très honnêtement, si je dois vous donner ma pensée profonde, c'est l'avenir. C'est-à-dire quand on voit les tarifs qu'il y avait juste avant, à un moment donné, quand il va y avoir une concurrence encore plus forte sur l'azote parce qu'on n'aura plus du tout de gaz, ou quand on aura épuisé les gisements de phosphore, parce que c'est je crois qu'il y en a 8 ou 10 des ressources minérales qui sont les plus regardées et critiques au niveau de l'humanité. Donc le phosphore, on en a encore un peu, mais aussi à quel prix. Je regardais hier, là j'étais avec des viticulteurs, on est bien au niveau du temps. Je regardais avec des viticulteurs, ils ont fait des analyses de cadmium total sur leur sol, en Charente, et c'est claphite de cadmium, parce qu'il y a du cadmium dans les engrais phosphatés. Donc voilà, je pense très honnêtement que ça c'est l'avenir, que ça c'est plus facile, mais qu'à un moment donné vous allez
être obligé de faire ça. Je vous ai mis ce petit schéma pour vous récapituler ce que ça voulait dire faire fonctionner un sol. Parce que quand je discute avec des agriculteurs, souvent on me dit ah, mon sol il est bon, mon sol il n'est pas bon, il fonctionne bien ou pas bien, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça renvoie en termes de science, on va dire. Donc je vous ai mis un graphique qui est issu d'un bouquin Belin SVT 6e. Donc normalement c'est du niveau de compréhension d'à peu près tout le monde. Alors dans le détail, en fait, ce graphique, il est extrêmement important parce qu'il représente plein de choses à la fois. Il représente le cycle des matières organiques. Donc vous le voyez, je vous ai mis une feuille de vigne, mais j'aurais pu mettre une feuille d'olivier, ça aurait été plus adapté. Et il montre que cette feuille de vigne, elle est dégradée dans des éléments de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus petits, pour finir dans un compartiment qui est extrêmement petit, qui s'appelle les humus. J'imagine que vous avez tous entendu parler d'humus, mais vous n'aviez peut-être pas conscience que les humus, c'était en fait des matières organiques extrêmement petites, issues de la dégradation des matières organiques qui étaient plus grossières à la base. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, très concrètement? Ça veut dire que lorsqu'on apporte directement des matières organiques qui ressemblent aux humus, par exemple des composts, eh ben, on ne fait pas tout le chemin qui permet à ce sol de fonctionner. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rôle aux humus, ils ont plein de rôles dans le sol, faire le complexe argilo-humique, aérer le sol, etc. Mais ils n'ont pas tous les rôles non plus. Et donc, ici, sur cette image, vous avez tout un tas de matières organiques. Donc, le ver de terre, c'est une matière organique. Hein, les acariens, les colamboles, ça, c'est de la matière organique, c'est de la matière organique, c'est de la matière organique. Tout ça, c'est de la matière organique. Ici, je vous ai représenté la microbiologie du sol, donc tous les bactéries, les champignons. Comme il y en a des milliards, c'était un petit peu compliqué à représenter, donc je vous ai mis un Pac-Man à la place. Donc tout ça, c'est de la matière organique. Et donc il faut réaliser que lorsqu'on parle de la matière organique dans les sols, on n'a pas compris grand-chose. C'est comme si ici, je disais, il y a 100 tonnes de matière organique. Oui, mais il y a peut-être 90 tonnes de charpente et de bois, il y a 5 tonnes d'êtres humains, et puis un petit truc à manger dans la cour juste à côté. Ça faisait envie d'ailleurs, le petit cochon qui tournait là. Donc il y a peut-être 500 kilos à manger. Mais dans les sols, il y a cette même diversité de matières organiques. Il y a des matières organiques de structure, il y a des matières organiques vivantes comme vous, c'est celle que j'ai représentée ici. Et puis il y a des matières organiques à manger, comme celle qu'il y a dehors. Celle qui a à manger, c'est celle-là. C'est pas vous, si je vous donne à manger la poutre à midi, là, ça va pas être délicieux, quoi. Voilà. C'est exactement la même chose dans le sol. Pour qu'un sol fonctionne, il faut qu'il y ait tous les types de matières organiques, des matières organiques de structure, des matières organiques vivantes et des matières organiques qui sont faciles à manger. La résultante de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'activité biologique, et ça se traduit par une chose très simple, de l'émission de CO2. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous avez une activité biologique, vous avez mangé votre petit croissant ce matin, vous êtes en train de le digérer dans votre estomac, vous faites de la minéralisation, vous transformez de la matière organique en matière minérale. Le CO2, c'est une matière minérale. Donc la minéralisation, c'est un terme que j'ai toujours trouvé compliqué à comprendre, mais en fait, c'est tout simplement la transformation de la matière organique en matière minérale. C'est la digestion, c'est la respiration, c'est la même chose, c'est le même processus. Donc on voit plus d'activité biologique, ça veut dire plus de CO2. Le C de ce CO2, c'est ce que je vous dis, hein, c'est de la dégradation de la matière organique fraîche. Donc un sol qui fonctionne, c'est un sol qui a toutes ces matières organiques, qui sont en équilibre les unes avec les autres, et qui émet du CO2 ni trop ni trop peu. C'est-à-dire que si on pense à des thématiques actuelles sur le stockage de carbone, surstocker du carbone, ça veut dire empêcher d'émettre du CO2. On ne peut pas faire plus de vie, ou plus d'activité biologique, et plus de stockage. En gros, si je vous donne 1 kg de croissant, vous pouvez le transformer en 1 kg de CO2 ou en 1 kg de déjection, mais vous ne pouvez pas faire 1 kg et 1 kg. Vous choisissez, c'est ou 1 kg en haut ou 1 kg en bas, vous faites 500 grammes, 500 grammes. C'est exactement la même chose dans les sols. Donc il faut être conscient du paradoxe qui existe entre un petit peu l'ambition politique de stocker du carbone à tout prix et celle qui va vous importer au court terme, c'est-à-dire faire fonctionner un sol qui émet du CO2, puisque c'est ça qui garantit le fait qu'il y ait une activité biologique. Si je synthétise tout ça, il y a deux grands rôles de la matière organique dans les sols. Il y a un rôle d'énergie ou de buffet, c'est les matières organiques fraîches, hein, la feuille qu'on a vue, et puis un rôle de support ou de gîte ou de charpente, vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez. Un des problèmes auxquels est confrontée l'agriculture actuellement, hein, pour bien évaluer comment fonctionnent les sols et quel amendement faire, c'est qu'on dit tout ça s'appelle la matière organique et qu'on n'a pas idée de est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie ou est-ce qu'il y a suffisamment de gîte. Donc il y a des méthodes qui permettent de séparer un petit peu ces différents types de matières organiques. C'est ce que nous on fait au laboratoire. Hein. Typiquement, on sépare les petites matières organiques, c'est-à-dire les humus qu'il y avait en fin de chaîne tout à l'heure, hein, des grosses matières organiques. On va doser la quantité de micro-organismes qu'il y a dans le sol. Et puis on va regarder quelle quantité de CO2 ils sont capables d'émettre. Donc avec une vision un petit peu large sur le pilier organique, on arrive à bien mettre en place les bons amendements qui vont bien nourrir le sol, qui vont bien nourrir la plante.
Mais si on s'intéresse à ça juste avec la matière organique totale, on n'a aucune idée de ce qui manque dans les sols. Donc, je vous le remontre en 2 secondes. Comment on fait ça, cette analyse-là? On sépare tout simplement, je vous le disais, les grosses matières organiques des petites matières organiques. Ça, c'est ce qui est direct. On voit des résidus de feuilles d'ailleurs, hein, des espèces de débris. Et ça, in fine, ça va se transformer en ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les humus. Moi, j'appelle ça les déjections de micro-organismes parce que c'est à peu près ce que c'est. Donc ça, c'est leur taille respective. Ensuite, on peut doser la biomasse microbienne qui est, on va dire, un indicateur global de la quantité de vie qu'il y a dans le sol, parce qu'on ne peut pas doser et les actinomycètes, et les nématodes, et les collemboles, et les vers de terre, et les acariens, et les araignées. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué pour avoir une méthode qui permet de doser tout ça. Donc ce qu'on prend, c'est un indicateur qui permet d'évaluer un peu plus précisément ce qu'on a dans le sol. Donc en gros, on sépare le vivant du mort, et ça, on le fait en mettant des coupelles de terre dans une cloche où il y a du chloroforme qui va tuer les micro-organismes, et on va comparer ça avec une coupelle qui n'a pas été chloroformée. Alors je sais, c'est un petit peu triste comme histoire, mais vous inquiétez pas, il y a quand même une coupelle qui a été sauvée, et c'est pour la bonne cause. Voilà, donc ça, c'est le chloroforme qui va infuser, peu importe, je passe sur les détails techniques. Dernière analyse, elle est très simple à comprendre, on regarde quelle est la quantité de CO2 qui est émise dans les conditions idéales, c'est-à-dire on met votre sol dans les conditions idéales du fonctionnement biologique, 28 degrés pendant 28 jours avec une humidité parfaite, et on regarde quelle est la quantité de CO2 qui se dégage. C'est exactement ce qu'on ferait si ici il fait chaud, hein, vous le voyez. Je vous donne à boire, je vous donne tout ce qu'il faut, je ferme la salle, je regarde la quantité de CO2 qu'il y a, ça me permet d'évaluer votre activité biologique. Si vous êtes tous en train de faire du vélo ou tous en train de dormir, il n'y aura pas la même activité, donc c'est exactement ce qu'on fait. On ferme tout le monde dans un petit bocal, on le met dans une étuve qui est à 28 degrés, et on regarde la quantité de CO2 qui est émise. Donc ça, c'est ce qui permet de déterminer que dans le sol, il y a différentes contraintes. Il y a des contraintes dans le buffet, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez, des contraintes dans le gîte, des contraintes dans le nombre de convives qui vont se nourrir sur ce buffet et vivre dans ce gîte, et des contraintes sur l'activité de ces micro-organismes. Du coup, ça nous amène à notre thématique, est-ce que je dois amender ou fertiliser? Alors j'ai fait une petite section qui s'appelle matière organique et erreurs fréquentes, et on va aborder du coup maintenant, on a vu un petit peu les différentes contraintes qu'il y avait dans les sols. Maintenant, on fait un peu la deuxième partie de ce qu'on fait au laboratoire, c'est-à-dire les différents types de produits qu'on peut appliquer sur un sol pour lever les contraintes. Donc si je reprends mon petit schéma, que je le rassemble ici, donc vous voyez ici, il y a la charpente ou le gîte, il y a le buffet, il y a les micro-organismes et il y a le CO2. En gros, c'est des types de matières organiques différentes. Et là, je classe les produits organiques avec un indice dont je ne vais pas vous donner le détail maintenant. Je regarde juste combien on en est. C'est bon, je vais vite. C'est un indice qui va de 0 à 100 et qui détermine la stabilité des matières organiques. Donc plus on est proche de 100, plus on est stable, plus on est proche de 0, plus on est instable. Donc instable, ça veut dire digestible. Hein. En gros, ici, si je mets 1 kg de croissant, si je détermine la stabilité, je vais regarder la digestibilité. C'est l'inverse de la stabilité. Donc ici, vous avez les différents types de produits organiques qui sont classés par leur stabilité. Ici, les composts et les digestats de méthanisation, qui sont des produits que je caractérise comme stables. Ils sont stables tout simplement parce qu'ils ont déjà subi un processus de stabilisation. Le processus de compostage, il y a déjà des micro-organismes qui sont attaqués aux matières fraîches et qui l'ont transformé en déjection de micro-organismes, si vous voulez. Il y a les produits que j'appelle intermédiaires, dans lesquels il y a les fumiers, les BRF, et on va dire un petit peu les bois de taille et les grignons, qui sont encore une petite sous-section. Et puis il y a les produits que j'appelle réactifs. Donc là-dedans, vous avez les résidus de culture, les pailles, les couverts végétaux, les vinasses, les boules, les lisiers, les fientes. Donc très concrètement, ces différents types de produits organiques, je crois que j'ai un truc un peu plus simple après, voilà. Ils sont adaptés pour différents types de contraintes dans les sols. Les produits stables, ils sont plutôt adaptés pour lever les contraintes lorsqu'on manque de matière organique stable. En gros, si on veut faire de la charpente dans un sol, ça ne sert à rien d'apporter des croissants. Voilà, il vaut mieux apporter directement la charpente. Alors, de fait, les croissants se transforment en déjection qui peuvent se transformer en murs. Mais c'est un peu trop compliqué. Donc, si je veux apporter des matières organiques stables, j'apporte plutôt des produits organiques qui sont stables, compost et digesta. Pour des déficits dans le buffet, j'apporte des matières organiques qui sont digestibles, mais pas digestibles instantanément. Il faut que ça dure un petit peu dans le temps. C'est pour ça que les fumiers et les BRF, donc BRF, c'est les bois raméaux fragmentés, c'est-à-dire en gros de l'élagage, des bois d'élagage. Et puis, si je veux vraiment stimuler la vie de mon sol, il faut que j'apporte des produits organiques qui sont un petit peu plus faciles à digérer. Les grignons, les sarments en font partie, mais ceux-là sont encore plus actifs, les couverts et les résidus de culture.
Et donc vous le voyez, en fonction des différents types de contraintes qu'on observe dans le sol, il y a différents types de pratiques qui peuvent être adaptées. Sachant que, comme je vous le disais, hein, en faisant des couverts végétaux, on va en fait faire tout le cycle des matières organiques. C'est-à-dire on apporte de la matière organique fraîche, ça va alimenter tous les organismes vivants, et ensuite ça va se transformer en déjection, c'est-à-dire en matière organique stable. In fine. Mais il y aura une toute petite portion. Donc concrètement, pour un agriculteur, ça va beaucoup plus vite de faire ça pour faire ça que de faire des couverts pour compenser un déficit en matière organique lié. Donc ça, c'était le rôle amendant, c'est-à-dire pour le fonctionnement du sol. Comment on fait un sol qui fonctionne bien. Mais maintenant, le rôle fertilisant de ces différents produits organiques. C'est là que je vous ai mis un deuxième tableau. J'ai repris l'ISMO, l'indice de stabilité de la matière organique de 0 à 100, et je vous ai remis tous les différents produits. Donc là, on retrouve les produits stables, et ici, en ordonnée, j'ai la disponibilité de l'azote de ces produits. Ça, c'est une différence absolument fondamentale entre un produit organique et un engrais minéral. L'engrais minéral, il est 100% disponible. Le produit organique, la disponibilité de ces différents éléments nutritifs est extrêmement différente selon l'atome duquel on parle. Le potassium, il est 100% disponible, et l'azote, la disponibilité est extrêmement variable, c'est ce que je suis en train de vous présenter. Ça veut dire que lorsqu'on achète un produit organique ou un compost ou je ne sais pas quoi d'autre, et qu'on lit, par exemple, il fait 1, 1, 1, il dose 1, 1, 1, le premier 1, si vous ne savez pas à quel type de produit ça, vous avez affaire, vous ne savez pas sa disponibilité, vous ne savez pas si c'est un vrai 1 ou si c'est 10% du 1. Alors que le dernier 1, le potassium, c'est un vrai 1. Et il va vous présenter des petits tableaux tout à l'heure de calcul sur des plans de fertilisation Olivier. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les composts ne fournissent pas d'azote, peu importe leur teneur en azote. Si on souhaite fertiliser en azote avec un compost, ça ne marchera pas, parce que les composts, ils sont neutres du point de vue de l'azote. À l'inverse, dans les produits intermédiaires, vous avez des choses qui sont très immobilisatrices d'azote, c'est-à-dire qui peuvent générer des fins d'azote, et des produits qui sont plutôt fournisseurs d'azote, les fumiers de volaille par exemple. Et enfin, dans les produits réactifs, vous avez une très très large gamme qui va de beaucoup de disponibilité, donc c'est le cas des fientes, hein, jusqu'à beaucoup d'immobilisation. C'est le cas des sarments, des grignons et des pailles. Et je reviendrai sur un petit cas grignon. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on souhaite à la fois fertiliser en azote et améliorer le fonctionnement du sol, on se retrouve face à un paradoxe. Quand je manque de matière organique libre, j'ai dit par exemple que les BRF et les grignons, ça pouvait être une bonne matière. Mais si je manque de matière organique libre, c'est-à-dire de buffet dans mon sol, et que je manque d'azote, ben ça, c'est des produits qui sont risqués à l'utilisation. Donc la stratégie, c'est y aller doucement. Et c'est un des messages clés de la présentation d'aujourd'hui, c'est lorsque je souhaite améliorer le fonctionnement de mon sol, il faut prendre une stratégie qui permet de ne pas prendre de risques sur la fertilisation. Voilà, donc pour la disponibilité de l'azote, je vous donne quelques petites courbes qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que je raconte. Ici, j'ai un compost de fiente. Alors, compost de fiente, copeaux plus fiente, ça c'est non composté. Farine de sang, farine de plume. Ça, c'est le temps d'incubation à 28 degrés. Vous pouvez multiplier par 4 pour avoir une situation au champ à peu près. Ça veut dire que 90 jours, ça fait à peu près 1 an au champ. Okay, et ça, c'est le nombre d'unités totales d'azote pour 10 tonnes. Donc évidemment, il y a des produits dont on ne met jamais 10 tonnes. On ne met jamais 10 tonnes de farine de plume. Mais c'était juste pour vous comparer les différents produits avec les mêmes tonnages. Et vous le voyez, 10 tonnes de compost de fiente. Hein. Je vous ai dit, la fiente, ça contenait beaucoup d'azote, c'était disponible. Mais à partir du moment où c'est composté, ça immobilise l'azote. Disponibilité de l'azote, 5 unités. Alors que c'est riche en azote. Hein. À l'inverse, vous avez des produits qui sont très réactifs, qui sont vraiment, eux, des engrais azotés. Farine de plume, ça fait 760 unités pour 10 tonnes. Donc évidemment, on mettra plutôt 1 tonne que 10 tonnes. Je vous ai mis aussi, du coup, un produit que peut-être vous connaissez bien, c'est les grignons. Donc ça, c'est des essais qui ont été faits avec le centre technique de l'Olivier, dans lequel vous avez toujours la même chose. Hein. En 91 jours, la part de l'azote minéralisé. Alors là, je n'ai pas mis de nombre d'unités pour 10 tonnes. C'est en gros, en pourcentage de l'azote qu'ils contiennent, ces grignons, quelle est la part qui est disponible ou pas. Vous le voyez, hein, tout à l'heure, on avait des courbes qui étaient positives. Là, on a des courbes qui sont négatives. C'est-à-dire que ça capte de l'azote du sol. Et très fortement. Ça veut dire qu'en gros, ici, mon grignon, ça apporte à peu près 5 unités par tonne d'azote. 5 unités d'azote par tonne apportée, en azote total. Hein. Mais en fait, ça va capter 100% de l'azote qu'il apporte. C'est-à-dire que ça va capter au moins 5 unités en plus. Donc ce n'est pas du plus 5 en fait, c'est du moins 5. Donc
En approximation, c'est environ 2 à 7 unités d'azote immobilisées par tonne de grignon apporté. Si vous avez un sol qui fonctionne déjà très bien avec beaucoup d'azote disponible, ça ne pose pas de souci. Mais si votre objectif, c'était de fertiliser en azote, ça fait des gros plantages. Et des fins d'azote. Et des fins d'azote, exactement. Un très bon exemple ici, c'est l'azote minéral du sol, c'est-à-dire les reliquats azotés, nitrique et ammoniacal, c'est les formes d'azote qui sont captables par l'olivier. Vous avez un sol témoin et un sol sur lequel on a fait des apports de grignon. Donc là, c'était en janvier 2010. Apport de grignon, et vous le voyez, dès le mois de mai, il n'y a plus d'azote minéral disponible pour les oliviers. Et ça continue. Il faut attendre au moins 1 an avant que ça revienne à la normale, sachant que ce retour à la normale dépend exactement de la quantité que vous apportez. Plus vous en mettez, et plus ça va durer dans le temps. Ça peut durer jusqu'à 3-4 ans. Et si on en apporte tous les ans des grandes quantités, évidemment, ça dure encore plus. Allez. Du coup, pour illustrer un peu tout ça, on a mis en place, on est à moitié, on a mis en place un réseau de suivi de vergers experts, alors, qui sont répartis sur le territoire. Donc, qui dit verger expert, c'est des vergers productifs. C'était le critère de choix de départ. Donc, on les a répartis sur le territoire. Il y en a une dizaine, avec différentes variétés, les principales, voilà, et dans différentes situations de production. Donc, on a des vergers en agriculture biologique, on a des vergers en plantation traditionnelle, on a un verger en haute densité, et puis on a des vergers en intensif, la plantation classique. Hop, je te reprends les caractéristiques de ces vergers. Donc, sur ces vergers, bien évidemment, comme on vous le préconise, on a fait une analyse de sol bien détaillée. Donc, au niveau de l'état physique, vous le voyez très clairement, on a des sols plutôt légers, avec finalement des faibles CEC, c'est la réserve, la capacité d'échange cationique, voilà, et des choses assez quand même relativement diversifiées, mais des sols plutôt légers. Ça s'explique bien par le fait que à peu près toutes les plantes méditerranéennes détestent les sols qui sont trop humides. Donc voilà, les textures légères permettent un drainage qui est relativement favorable. On n'aime pas trop les grosses quantités d'argile parce qu'on n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Voilà, le statut acido-basique, comme vous le voyez, on est majoritairement sur des sols basiques. Ce n'est pas sans conséquence derrière sur les programmes de fertilisation. On a des sols calcaires, et voilà, et ce que je vous disais tout à l'heure, avec des faibles CEC majoritaires. Ça, c'est l'état acido-basique. Et l'état organique, voilà, et finalement, si vous regardez, on a quand même une grosse majorité des vergers qui ont des taux de matière organique globale. On ne va pas parler de ce dont vous a parlé Thibaut. Là, c'est le taux de matière organique global. Et on a globalement tous les sols des vergers experts qui ont un taux de matière organique supérieur à 2%. Ce qui est en arboriculture quelque chose qui est plutôt bon. Petite précision, lorsqu'on a des sols caillouteux, c'est normal d'avoir plus de matière organique. Parce qu'évidemment, quand on a moins de terre, il faut compenser ce moins de terre par une surconcentration des différentes matières organiques ou des différents éléments minéraux. Et une des erreurs extrêmement fréquentes, c'est par exemple, moi je suis le voisin de Julien, on a tous les deux d'une analyse, on a la même teneur en potassium. Julien il a 50% de pierre, il a 50% de fertilité en moins. Parce que les analyses de terre, elles sont rendues sur de la terre fine. Donc il faut toujours bien faire les extrapolations à l'hectare. Ça c'est pour toi ? Voilà. Donc, je vous ai ici comparé les vergers experts par rapport aux vergers normaux, les autres analyses qu'on a fait avec le centre de technique de l'Olivier, avec en gros les matières organiques qu'on appelle gîtes, c'est-à-dire la charpente, etc. Vous voyez qu'il n'y a pas de grosse différence, mais que sur les vergers experts, il y a une grosse différence en termes de quantité de buffet qu'il y a disponible pour les organismes vivants. Ça veut dire qu'en gros, les vergers experts ont bien compris que pour que le sol fonctionne, il fallait le nourrir avec des matières organiques fraîches. Donc ça, c'est la matière organique libre. On voit la médiane, elle est à 1,5%, là où la médiane sur les vergers normaux, elle était plutôt en dessous de 1. Donc ça fait une différence significative. Pareil sur la biomasse microbienne, je vous ai montré ici les vergers experts par rapport aux vergers normaux. La médiane, elle est à peu près 25% supérieure aux vergers normaux. Et on ne retrouve pas dans les vergers experts, à part une exception près, des biomasses microbiennes qui sont considérées comme trop faibles. Donc en gros, les sols sont vivants dans les vergers experts. Et enfin, je crois que j'en ai encore deux. Ouais. Ici, c'est ce que je vous disais, la quantité d'activité biologique, c'est-à-dire la quantité de CO2 que les sols sont capables de générer. On le voit qu'ici, on est très nettement, significativement supérieur sur les vergers experts par rapport aux vergers normaux. Ça se traduit aussi par une fourniture azotée qui est légèrement supérieure. La médiane ici, pour la fourniture azotée, elle est proche de 100 unités,
C'est-à-dire que les sols des vergers experts sont capables de fournir sur une période végétative environ 100 unités d'azote. Si vous reprenez à peu près les besoins que vous aviez tout à l'heure, ça veut dire qu'on a un besoin en complément qui est de l'ordre de 20, 30, 40 unités max sur ces vergers experts. Alors que sur les vergers normaux, alors là on avait une très grosse variabilité évidemment, mais la médiane a été tirée par ce petit lot d'analyses. Donc on n'a pas beaucoup d'analyses encore ici, mais on a bien pour ambition de l'alimenter. C'était bien l'objectif de la journée, c'était de pouvoir vous donner les premiers éléments de ce réseau d'experts. Mais on voit qu'ici, quand on part de 60 unités, pour arriver aux 120 ou 130 unités dont a besoin l'olivier, on a les 20 et 30 qu'il fallait rajouter au verger expert, plus les 60 pour arriver à 100. Ça veut dire une fertilisation qui est beaucoup plus importante. Voilà, juste un élément, comme on parle de caractériser son sol, on a fait passer une entreprise qui fait des cartographies de résistivité, donc qui fait passer un courant électrique et ça permet de caractériser un peu son sol en termes d'hétérogénéité. Et ça vous montre que globalement, on a des sols qui sont intraparcellaires, très hétérogènes. Pour vous expliquer très simplement les choses, plus on est rouge, moins l'électricité passe. Donc plus on est dans des sols caillouteux, sableux, et plus on est dans le bleu, plus l'électricité passe. Et du coup, là, on est plutôt dans des sols qui vont avoir tendance à avoir des teneurs en argile plus importantes. On ne peut pas comparer ce verger-là à ce verger-là, puisque c'est intraparcellaire. C'est juste une histoire de résistivité à un courant électrique. Mais ça vous montre bien qu'aujourd'hui, dans un même verger, on a des sols qui sont relativement hétérogènes en termes de structure. Voilà. Et là, vous avez un exemple, un verger que j'ai grossi, où on a fait 3 prélèvements de sol, c'était dans le cadre d'un essai, et vous voyez que sur ce prélèvement-là, on était donc dans le bleu, on est bien sur un sol avec une teneur en argile beaucoup plus importante que sur les 2 vergers-là. Et donc, quand on vous dit de faire des prélèvements de sol, il faut faire attention. À un moment donné, on préconisait de faire une diagonale dans la parcelle, mais là, finalement, vous avez une analyse de sol qui ne signifie rien. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait. Et je vous rappelle qu'on a mis en place le protocole qu'on vous conseille en collaboration avec Célestin pour faire des prélèvements de sol. En gros, on prélève dans une zone homogène. Plutôt que d'avoir une moyenne entre ça et ça, qui est une situation qui n'existe pas sur la parcelle, il vaut mieux avoir un prélèvement ici et un prélèvement ici. Du coup, sur cette analyse, on a fait des analyses un petit peu plus poussées sur la matière organique. C'est ce que je viens vous montrer ici. Je vous ai mis la photo satellite parce que ça vous indique aussi quand même qu'il y a une grosse différence de vigueur dans les arbres. Vous voyez ici, c'est une zone qui fonctionne plutôt bien, alors qu'ici, on a très nettement ou des manquants par là, ou vraiment une vigueur qui est moins importante. Et ça se traduit par les analyses juste après. Les pratiques sont les mêmes. Sur le haut et le bas de la parcelle, là, les pratiques sont les mêmes. Dans les pratiques, il y a des apports de grignon, 18 tonnes hectares, donc ça fait quand même pas mal, du compost, 20 tonnes hectares, et du BRF, 10 tonnes hectares. On est un peu sur un système mulch, voilà, où on apporte plusieurs couches. Voilà. Donc ça, c'est des pratiques qui sont très, très intensives, qui ont amené dans les 2 situations à des teneurs en matière organique qui sont au moins satisfaisantes, voire excessives. Vous le voyez ici, on a apporté beaucoup, beaucoup à manger. Il y a un énorme buffet, c'est les matières organiques libres, c'est le buffet dont je vous parlais, dans les 2 situations. Le problème, c'est que les 2 situations ne sont pas équivalentes parce qu'ici, on avait un sol qui était plus léger, donc plus réactif, donc les choses se passent beaucoup plus vite que sur un sol plus argileux qui va avoir une plus grosse inertie. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que ça a stimulé la vie du sol dans les 2 situations. On a déjà passé la fin d'azote ici. On a 157 unités de disponibles en azote. On est encore en plein milieu de la fin d'azote sur le bas de la parcelle. On a 10 unités. Ça peut totalement expliquer le manque de vigueur qu'on a observé au sud de la parcelle. Donc là, typiquement, la solution, c'est arrêter ces apports parce qu'on a déjà largement assez à manger et se concentrer sur la nutrition azotée des plants. Compenser justement cette fin d'azote par des apports azotés. Exactement, exactement. J'avais juste remis la texture, voilà. Mais on peut passer. Donc, je vous parlais des caractéristiques des sols de toujours nos vergers experts. Et là, on est plutôt sur la partie minérale. Des teneurs en potasse, vous le voyez, qui sont globalement très élevées. Non seulement, et vous le verrez, on apporte de la potasse, mais en plus, on a des sols qui sont riches en potasse. On y reviendra derrière. Au niveau du phosphore, c'est pareil. On est plutôt sur la zone plutôt haute. Globalement, on a 50% des vergers qui sont dans la zone souhaitable, mais on a quand même une bonne partie qui est dans des teneurs en phosphore relativement élevées. Et pareil pour le magnésium, où là, on est carrément avec des teneurs en sol, avec des teneurs très élevées dans les sols.
On se rappelle que si les sols sont caillouteux, c'est normal que ce soit plus élevé que la moyenne. Exactement. Typiquement, il faut que la teneur soit 2 fois supérieure à la norme si on a 50% de cailloux. Alors, on parlait de vergers productifs, donc forcément, il fallait que je vous parle de la production de ces vergers-là. Hein. Donc là, vous avez la production des vergers. Ici, donc en jaune, vous avez l'huile, et en vert, vous avez la production d'olives de table. Donc, ce que vous voyez, et ça, c'est globalement la production de ces vergers-là en chiffres, en olives confiserie, en olive à huile, en litres d'huile, hein, parce qu'on m'a souvent parlé, quand on parlait de productivité, il fallait parler pour les vergers à huile de litres d'huile, et vous avez la production totale en olives. Vous voyez que sur ces vergers-là, il y en a deux qui ont été peut-être pas très productifs en globalité, tout simplement parce que sur le verger, donc 0,4, c'est le département, hein, le premier chiffre, c'est le chiffre du département. On a eu un coup de gel au mois d'avril, donc une plus faible productivité, sachant que normalement, c'est un verger qui produit bien. Et sur le verger du 13, on a une alternance de production qui est liée à plusieurs années de très forte production, puisqu'on était à plus de 10 tonnes par hectare sur ce verger-là, et à un moment donné, on arrive un peu à la fatigue globale. Voilà, et vous avez sur le verger en Occitanie une plus faible productivité liée notamment à des conditions de fort VDP, donc forte chaleur et faible humidité, à des périodes de floraison-nouaison, et derrière, il y a eu un impact sur la production du verger. Malheureusement, on est aussi sujet aux aléas climatiques. Mais très globalement, voilà, si vous regardez, la moyenne des vergers productifs, vous voyez qu'on est quand même dans des niveaux de production qui sont plus que corrects. L'azote. Alors voilà, là je vous ai mis les apports azotés global. En faisant le calcul, j'apporte tel produit, il y a tant de teneur en azote, et voilà, hypothétiquement, la quantité d'azote apportée dans ces vergers. Donc vous voyez, je regarde mais je ne les vois pas d'ici, on est globalement sur plus de 100 unités en moyenne d'azote apportée en global, juste sur la base du calcul. Mais si on regarde maintenant les caractéristiques des produits, ce que vous a présenté Thibaut tout à l'heure, eh ben vous voyez que les quantités ne sont pas du tout les mêmes en termes d'apport. Donc encore une fois, il faut raisonner ces apports par rapport aux caractéristiques de ces produits et donc à l'azote qui va être réellement disponible. Est-ce qu'on est à 100%, 25%, 50% Et ça, c'est très important parce que vous pensez avoir apporté 100 unités d'azote, mais en réalité, vous n'en avez peut-être pas apporté ou très peu, que la moitié. Voilà, et du coup, j'ai fait un petit calcul, je me suis amusé. Je suis parti sur la quantité de production. Hein. J'ai appliqué le coefficient IFAPA des 0,010 unités d'azote par kilo d'olive produit. Et vous voyez la quantité d'apport qu'il aurait fallu réaliser, la quantité d'apport qu'il aurait fallu faire et la quantité d'apport disponible par rapport aux produits que vous avez apportés. Et là, vous avez le bilan, l'un moins l'autre. Voilà. Et ce que vous voyez, et derrière, là, vous avez les analyses foliaires. D'accord ? Quand c'est vert, c'est qu'on est bon. Quand on est orange ou rouge, c'est qu'on est soit en déficit et en rouge en carence. Et vous voyez que malgré tout, il y a une bonne corrélation entre les deux. Vous voyez que là, on n'a pas assez apporté, là, on n'a pas assez apporté, là, on n'a pas assez apporté. Et vous voyez que ça s'exprime bien au niveau foliaire. Par contre, effectivement, là, on n'a pas assez apporté. Et pourtant, au niveau foliaire, ça semble bon. Et du coup, j'ai rajouté à la courbe des apports, j'ai rajouté la minéralisation de la matière organique. Et vous voyez que là, nos sols sont en capacité de restituer beaucoup d'azote. Et vous voyez que c'est sans doute pour ça qu'on voit cette différence-là, c'est que là, il y a une restitution d'azote qui a permis de compenser le manque lié aux apports. Moi, j'aime bien ce graphique-là parce que ça vous montre bien que malgré l'importance des fertilisations qu'on envisage en azote, une part importante de l'azote qui est fourni aux plantes provient naturellement de la dégradation des matières organiques du sol. Je vous rappelle aussi que pour qu'il y ait des matières organiques à dégrader, il faut qu'il y en ait. Donc il ne faut pas les perdre trop vite. Vous voyez qu'il y a des différences entre si je prends ce verger-là et je prends ce verger-là. On n'est pas du tout sur la même fourniture en termes de quantité d'azote. Je vous ai mis la même chose pour la potasse. Alors, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, la potasse, globalement, elle est 100% disponible dans l'année. Donc, finalement, il n'y a pas de différence entre les deux graphiques, entre l'apport et la disponibilité.
Et là, je vous ai mis toujours pareil, les différences entre les deux et ce qu'on voit au niveau foliaire. Et là, pour le coup, je le dis assez régulièrement, en potasse, dans les analyses foliaires, on est toujours en excès de potasse analysé au niveau des feuilles. Je rappelle également, on l'a vu, qu'on a quand même des vergers qui sont riches en potasse au niveau du sol, on l'a vu dans les analyses. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question, la potasse, ça coûte cher. Et à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de est-ce que nos arbres ont réellement besoin d'autant de potasse et est-ce que finalement on n'a pas déjà de la potasse disponible dans son sol. Ouais. Là, je vous ai mis du coup les teneurs en potassium dans les sols en fonction de la satisfaction du rendement qu'ont exprimé les différents oléiculteurs. Donc là, c'est ceux qui ne sont pas du tout satisfaits, ceux qui ne sont pas vraiment satisfaits, ceux qui sont plutôt satisfaits, ceux qui sont tout à fait satisfaits. Quand je vous dis que le plus n'est pas le mieux, c'en est la parfaite illustration. Là, il y a trop de potassium. Et ce potassium a très probablement généré une contrainte d'assimilation des autres nutriments qui a fait qu'au final, on n'était pas du tout satisfait des rendements. Donc vraiment, l'excès de potassium peut être un facteur d'explication assez simple d'un certain nombre de cas, on va dire, de non-satisfaction du rendement. On a toujours ces histoires de synergie. Trop d'un provoque trop peu d'autres. Voilà. Les oligo-éléments, ça aussi, je voulais attirer un peu votre attention. Et ben, vous voyez qu'au niveau des oligos, pardon, hop, ouais. Au niveau des oligos, et ben, on voit dans les analyses foliaires qu'on a, ouais. Il me faut le tableau parce que sinon je ne peux rien montrer. On y arrive, on y arrive. Voilà. Voilà. Directement sur le. Voilà, celle-là. Voilà. Au niveau des oligos, pardon. Et ben vous voyez que globalement, on a toujours des niveaux faibles. Donc là, vous voyez le fer. Bon, on est en sol basique, des problèmes d'assimilation du fer. Donc clairement, vous voyez que bon, ça exprime toujours des carences liées au sol. On a des excès. Le zinc, on est souvent en excès. On est au niveau du manganèse en carence ou en excès. Globalement, sur les oligos, on est soit en carence, soit en excès. C'est la situation qu'on voit au niveau des analyses foliaires. Et donc, on a toujours une focalisation des producteurs sur NPK, mais il faut penser aussi à ces oligos parce qu'ils ont un rôle à jouer dans la plante. Voilà, donc on va conclure là-dessus. Je pense qu'on est bon dans le timing. 3 minutes, voilà. Juste pour vous rappeler qu'effectivement, c'est un partenariat aujourd'hui qu'on a fait avec Celesta Lab, justement pour créer de la référence technique. Donc c'est vraiment un échange entre les producteurs France Olive et nous, des interactions avec des partenaires, des prestataires, pour arriver à créer des références sur l'olivier et avancer sur nos conseils pour améliorer la productivité des vergers. C'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. C'est pour ça qu'on collabore avec Celesta Lab. C'est pour ça qu'on collabore également avec d'autres laboratoires comme la SADEF pour la partie foliaire. Et c'est ça vraiment qu'on essaye de construire aujourd'hui. Surtout, voilà, créer des références qui sont locales, qui sont basées sur les variétés que nous, on fait pousser, avec les sols que l'on a, et pas des pratiques qui sont issues d'une agriculture qui est un petit peu plus industrielle, sur des beaucoup plus grosses surfaces, qui est considérée comme intensive et clairement non durable. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on ne peut pas piloter ce qu'on n'a pas mesuré. Et dans cet objectif, voilà, France Olive a mis des partenariats avec plusieurs personnes, plusieurs sociétés, dont la nôtre. Donc, on est très content de ce partenariat parce que nous, on souhaite toujours pousser à plus de technicité et à plus de durabilité dans les productions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci bien. Merci. Je suis oléiculteur bio depuis 15 ans et je pense que je suis sans doute dans l'erreur parce que je suis dans l'excès, mais j'ai abandonné la fertilisation pour me consacrer à l'amendement.
Donc, si vous voulez, je voudrais savoir ce que vous pensez. Je suis un fumier et ce qu'on appelle maintenant la lithofère, litière forestière fermentée. Et je voulais savoir en premier abord ce que vous en pensez. Mes sols sont saturés en potasse. C'est assez typique de... Lorsqu'on souhaite apporter tous les éléments minéraux via des matières organiques, ça n'aboutit pas aux bons équilibres pour la plante. En particulier, ça aboutit à des excès de potasse, parce que la potasse est 100% disponible, alors que l'azote, il est beaucoup moins. Et c'est ce qui provoque, par exemple, des gros problèmes en Bretagne d'eutrophisation, c'est-à-dire que lorsqu'on souhaite apporter tous les besoins d'une plante en azote, on surfertilise fortement en phosphore aussi. Donc le problème des matières organiques exogènes, de fertiliser uniquement par l'amendement, et en particulier en excès, c'est que ça amène des déséquilibres nutritionnels qui peuvent être importants. Voilà. Donc à un moment donné, il faut, pour moi, en fait, dans l'état d'esprit, on devrait pouvoir assurer la base avec les amendements, avec la fertilité naturelle du sol, et ensuite venir piloter finement avec des minéraux, que ce soit au sol ou en foliaire, mais on ne parle pas de centaines d'unités, on parle vraiment d'un pilotage plus précis, parce que ce qu'on fait pousser, c'est de l'olivier, c'est pas de la vigne, c'est pas de l'abricotier, c'est pas de la grande culture. Voilà. Et c'est un petit peu cette technicité qu'on va essayer d'apporter, c'est comment on construit un sol qui fonctionne bien, avec les matières organiques qui vont bien, etc., comment on assure la base, et comment on peut juste avoir à complémenter éventuellement sur certains aspects. Typiquement, à un moment donné, si on arrive à juste avoir complémenté en potassium, ça peut se faire avec des produits organiques très stables, comme du compost. Mais en arrivant, en attendant, moi, je n'ai pas d'avis sur la lithofère ou le fumier ou le compost. J'essaie de vous le montrer en 2 secondes, mais il y a des formations que je fais en 8 heures, donc c'est difficile de vous le dire en 1 minute. Mais très concrètement, il y a des contraintes dans les sols et un produit organique ne peut pas répondre à toutes ces contraintes. Donc, il faut trouver les bons produits qui vont en fonction des bonnes contraintes. Il ne faut pas trop déborder si jamais tu as en intervention après. On va prendre peut-être une autre question. Il y en a une derrière avant. Ouais, désolé. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la diapositive précédente là il y a un intervenant comme dans notre sol qui est fort intéressant, c'est le ver de terre. Donc on a beaucoup parlé de K1 avec les engrais, de K2 avec la minéralisation naturelle, mais on a un autre partenaire intéressant, ce sont les vers de terre. Si on reprend les travaux de Marcel Boucher, hein, donc c'est 1 tonne de vers de terre, c'est 600 unités d'azote. Voilà, donc la messe est dite. En fait, la messe n'est pas totalement dite dans la mesure où, comme vous, les vers de terre contiennent du carbone et de l'azote, donc ce n'est pas étonnant qu'ils contiennent de l'azote. Le problème, c'est que cet azote, il est immobilisé dans le ver de terre. Tant que le ver de terre n'est pas libéré, il ne libère pas l'azote qu'il contient. Donc c'est la même chose en fait. En fait, la fin d'azote, c'est exactement ça. C'est de l'azote qui est absorbé, qui est immobilisé dans un compartiment microbien. Tant qu'il est absorbé dans ce compartiment microbien, il n'est pas disponible pour la plante. C'est la même chose aussi pour l'augmentation de la teneur en matière organique. La matière organique, c'est un C sur N entre 8 et 12. Si on dit que c'est un C sur N de 10, c'est-à-dire que pour augmenter la teneur en matière organique d'un sol de 1%, il faut entre 1800 et 2500 unités d'azote immobilisées dans cette matière organique. Donc, je connais les travaux de Marcel Boucher. Ils ne sont pas partagés déjà par l'intégralité de la communauté scientifique sur la libération, mais c'est sûr qu'il y a une partie de l'azote qui est immobilisée dans les vers de terre qui peut être mise à disposition un petit peu plus régulièrement. Deuxième aspect, les sols méditerranéens, de par leur historique viticole, la teneur en cuivre, l'assèchement aussi, les textures légères veut dire pas favorable aux vers de terre. C'est-à-dire les vers de terre, ils n'aiment pas les trucs qui grattent, les sables. Et donc, ce n'est pas des sols qui sont typiquement très favorables aux vers de terre. Voilà. Donc, cuivre plus sable, ça fait quelque chose... Alors, l'avantage, c'est que le calcaire, c'est plutôt positif. Mais le cuivre plus sable, ça ne fait pas un mélange ultra attractif, quoi. Dans vos calculs, on a oublié peut-être l'immobilisation par l'enherbement, donc qui est un point essentiel aussi. Hein, donc, alors, l'enherbement est quand même un allié indispensable, donc il ne faut surtout pas le supprimer. Hein, donc, mais il faut en tenir compte justement dans les bilans qui sont faits, quoi. Absolument, c'est pris en compte. Alors, on n'avait pas l'occasion de tout présenter parce que là, on s'est concentré sur l'olivier, mais quand on pense le système. Et effectivement, pour un enherbement, tous les interrants, on compte à peu près 60 unités d'azote en plus d'immobilisés. Hein. Ouais. On va laisser la place à l'autre intervention. Merci à tous.